Le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est ta disparition. Ces mots n'ont pas été criés dans un accès de colère. Non, ils ont été prononcés froidement, posément, par mon propre père, Alain. Ma mère, Brigitte, se tenait à côté de lui, hochant la tête, le visage dur comme la pierre. Ils étaient cruels. Impitoyables. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais qu'une pièce défectueuse dans leur puzzle familial parfait. Alors je suis partie. Sans un mot, sans une larme, sans un regard en arrière. Le lendemain, leur pire cauchemar financier a commencé. Mais avant de vous raconter comment j'ai orchestré ma nouvelle vie et leur descente aux enfers, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'où mon histoire voyage. Revenons à ce jour fatidique. La maison de mon enfance à Bellevigne-en-Layon, d'habitude si calme, bourdonnait d'une énergie électrique et malsaine. C'était la veille du mariage de ma sœur aînée, Élise. L'enfant prodige, la fierté de la famille, l'étoile autour de laquelle nous gravitions tous. Et moi, Chloé, 28 ans, j'étais la cheville ouvrière, la coordinatrice non officielle, l'intendante de son bonheur. Depuis des mois, je vivais, respirais, et dormais mariage. Mon appartement était devenu une annexe de la salle de réception, et mon cerveau, un super ordinateur calculant les timings, les budgets et les caprices de dernière minute de ma mère. J'étais au bord de la rupture. Mes nuits se résumaient à 4 heures de sommeil intermittent, et mes journées étaient une course effrénée contre la montre. Ce jour-là, je faisais la dernière navette. La voiture était pleine à craquer de décorations, de boîtes et de sacs. En dernier, j'ai pris la caisse la plus précieuse. Celle que ma mère m'avait fait jurer de transporter moi-même. À l'intérieur, emballée dans des couches de papier de soie et de bulles, se trouvait la pièce maîtresse, une lanterne en cristal de baccarat, une antiquité qu'elle avait insisté pour louer à un prix exorbitant. C'est un symbole, Chloé, m'avait-elle dit. Un symbole de la lumière et de la pureté de notre famille. Une pureté de façade, bien sûr. En passant le seuil de la porte d'entrée, mon pied a glissé sur une feuille de rose humide, tombée d'un des bouquets que le fleuriste venait de livrer. Ce n'était rien, un simple déséquilibre. Mais avec la fatigue et le poids de la caisse, ce fut suffisant. J'ai senti la boîte basculer, un ralenti cauchemardesque. J'ai tenté de la rattraper, mes doigts effleurant le carton, mais il était trop tard. L'impact sur le carrelage en terre cuite a été un bruit sec, horrible, suivi du tintement cristallin et sinistre de 1000 morceaux se brisant. Un silence de mort s'est abattu sur la maison. Un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre. Je suis resté figé, le souffle coupé, les yeux rivés sur ce carnage de verre étincelant. Le symbole de la pureté de notre famille venait de voler en éclats. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la seule chose qui venait de se briser. Ma mère est apparue dans l'encadrement du salon. Elle a vu les débris, puis son regard s'est posé sur moi. Elle n'a pas crié. C'était pire. Elle a fermé les yeux et a laissé échapper un long soupir, un son que je connaissais par cœur, un mélange de déception infinie et de lassitude exaspérée. Chloé. Bien sûr, a-t-elle murmuré, comme si c'était une évidence. Il fallait que ce soit toi. Tu ne peux donc jamais rien faire sans tout détruire? Mon père est sorti de son bureau, attiré par le bruit. Il a vu la scène et son visage s'est durci. Incroyable, a-t-il sifflé entre ses dents. Tu sais combien ça coûtait, ça? C'est plus que ton salaire mensuel. Mais l'argent, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais que le gaspiller. J'ai bafouillé des excuses. Je suis vraiment désolée. C'était un accident, j'ai glissé sur une feuille. Ne nous sers pas tes excuses habituelles, m'a coupé ma mère, sa voix montant d'un cran. Ta vie est une suite d'excuses. Tu gâches tout ce que tu touches. Le jour le plus important de la vie de ta sœur, le fruit de mois de travail, et tu trouves le moyen de tout gâcher avec ta maladresse légendaire. C'est à ce moment-là qu'Élise et son fiancé, Julien, sont descendus. Ils se sont arrêtés sur l'escalier, parfaits et sereins, observant la scène comme s'ils regardaient une pièce de théâtre. J'ai cherché le regard de ma sœur, une lueur de soutien, un mot pour me défendre. Mais elle a détourné les yeux, fixant un point invisible sur le mur, le visage fermé.
Son silence était une trahison, une lame plantée dans mon dos. La colère a commencé à monter en moi, une vague chaude de rage et de chagrin. J'ai ravalé mes larmes. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. C'est là que mon père, s'approchant de moi, le doigt pointé, a prononcé la phrase fatidique. Tu sais quoi, Chloé? On en a assez de tes erreurs. Le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est ta disparition. Ma mère a ajouté, sa voix tranchante comme un rasoir, il a raison. Fais-nous ce plaisir. Disparais. J'ai levé les yeux vers eux, et pour la première fois, je ne les ai pas vus comme mes parents, mais comme des étrangers. Des juges cruels qui avaient prononcé leur verdict il y a bien longtemps. Très bien, ai-je dit, ma propre voix étonnamment calme et stable. Vous l'aurez, votre cadeau. J'ai fait demi-tour, sans un regard pour les débris, sans un regard pour ma sœur silencieuse. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte, et je l'ai claquée derrière moi. Le son a résonné dans la rue comme un coup de feu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur vœu était sur le point de se réaliser d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. En m'asseyant dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant, des images de mon enfance ont défilé devant mes yeux comme un vieux film en Super 8, granuleux et triste. La phrase de mon père n'était pas une simple insulte lancée dans le feu de l'action. Non. C'était l'aboutissement, la conclusion logique de 28 années passées à être le fantôme de la famille Fournier, une présence tolérée mais jamais vraiment désirée. Élise est née avec une couronne invisible sur la tête. Elle était belle, intelligente, charismatique. Mes parents, Alain et Brigitte, voyaient en elle le reflet de toutes leurs ambitions déçues, la promesse d'une réussite sociale qui leur avait échappé. Elle était leur projet, leur chef-d'œuvre. 4 ans plus tard, je suis arrivée. Une surprise, un accident, une copie moins brillante, une seconde version qui n'a jamais égalé l'original. Je me souviens, j'avais 8 ans. J'avais passé des semaines à travailler sur un dessin pour le concours d'art de la région. C'était une aquarelle de la Loire au crépuscule, avec des reflets complexes que j'avais mis un temps fou à maîtriser. J'y avais mis tout mon cœur. Quand j'ai gagné le premier prix, j'étais folle de joie. J'ai couru à la maison, brandissant mon diplôme encadré et la petite coupe en plastique doré comme si c'était le Graal. Ma mère l'a à peine regardé. C'est mignon, ma chérie, a-t-elle dit, en le posant sur le buffet du couloir, pas dans le salon. Pendant ce temps, Élise a eu la meilleure note du canton en mathématiques. Ça, c'est un talent qui lui servira dans la vie. Mon petit triomphe s'est transformé en poussière. La coupe a fini dans un carton à la cave, à côté des décorations de Noël. Les trophées de piano, d'équitation et de tennis d'Élise, eux, trônaient dans la vitrine du salon. Cette comparaison constante était le poison qui a infusé toute mon éducation. Chaque note, chaque activité, chaque amitié était passée au crible et jugée inférieure. Quand Élise a eu sa première voiture pour ses 18 ans, une jolie petite citadine, j'ai demandé si je pourrais prendre des leçons de conduite. On verra plus tard, Chloé, avait dit mon père. Ce n'est pas la priorité. Concentre-toi sur ton bac. J'ai finalement passé mon permis à 22 ans, en le finançant moi-même avec un job d'été. Quand Élise a intégré une prestigieuse école de commerce à Paris, mes parents ont organisé une fête immense. Ils ont financé son appartement hors de prix dans le 6e arrondissement, ses études, ses stages à l'étranger. Pour eux, cet investissement était une évidence. Il faut donner à Élise tous les outils pour réussir, disait mon père avec fierté. Quand mon tour est venu, le discours a radicalement changé. Chloé, il faut être raisonnable, m'a dit mon père, le visage grave. Les finances de la famille ne sont pas illimitées. Une école de commerce, c'est beaucoup d'argent. Et puis, ta mère a besoin de quelqu'un à proximité. Son stress, sa santé, tu comprends. J'ai compris. J'ai compris que mon avenir valait moins que celui de ma sœur. J'ai compris que mon rôle était de rester, de servir. Je me suis donc inscrite dans un IUT de marketing à Angers, à 1 heure de route, pour pouvoir rentrer tous les week-ends. Ces week-ends n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour eux. Je faisais les courses pour ma mère, je l'accompagnais à ses innombrables rendez-vous médicaux pour des maux de tête et des vertiges qui semblaient s'évaporer dès que l'attention se portait ailleurs.
Je tenais la comptabilité du petit cabinet d'expertise comptable de mon père, classant des factures pendant qu'il jouait au golf avec ses clients. J'étais leur employé non déclaré, leur aide à domicile gratuite, leur anxiolytique sur pattes. Même mes relations amoureuses étaient soumises à leur approbation. Mon premier petit ami sérieux, Thomas, était un garçon adorable, mais il était menuisier. Un soir, au dîner, ma mère l'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain. « Il est gentil, Chloé », a-t-elle concédé après son départ. Mais il n'a pas l'ambition de Julien. Élise, elle, a su choisir un homme qui la tirera vers le haut. Leur désapprobation constante, leurs petites piques, ont fini par user notre relation. Thomas en a eu assez de se sentir jugé, et je n'ai pas eu la force de le défendre. Pendant toutes ces années, Élise était une étoile lointaine. Elle nous appelait une fois par semaine, racontant ses succès, ses voyages, ses promotions. Elle ne posait jamais de questions sur ma vie, et mes parents ne parlaient jamais de moi. C'était comme si j'avais accepté mon rôle, celui de la gardienne du foyer, de la fille dévouée et invisible, qui permettait à la vraie star de la famille de briller sans contrainte. J'ai passé des années à espérer un seul mot de reconnaissance, une seule marque d'affection qui ne soit pas conditionnée par un service rendu. Et c'est en préparant ce mariage, en y investissant mon temps, mon énergie et mon argent, que j'ai décidé de faire mon dernier pari pour l'obtenir. Un pari que j'allais perdre de la manière la plus brutale qui soit. Organiser le mariage d'Élise n'était pas une simple tâche pour moi. C'était ma dernière tentative désespérée, mon « projet de la dernière chance », pour enfin forcer la porte de leur cœur, pour prouver ma valeur. Si je pouvais créer le jour parfait pour leur fille parfaite, peut-être, juste peut-être, me verrait-il enfin. Quelle idiote j'ai été. Quelle pathétique naïveté. Tout a commencé 6 mois plus tôt. Élise, trop occupée par sa carrière fulgurante à Paris, m'a appelé. Sa voix était enjouée, détachée. « Chloé, tu t'en occupes, n'est-ce pas? Tu as bon goût et tu es sur place. C'est plus simple. Je te fais confiance. » Ces mots, « je te fais confiance », ont résonné en moi comme une promesse. J'ai plongé tête la première, ignorant la petite voix dans ma tête qui me hurlait que ce n'était pas de la confiance, mais de la pure commodité. J'ai transformé mon petit appartement en quartier général de mariage. Des classeurs, des échantillons de tissus, des devis de traiteurs s'empilaient sur ma table de cuisine, formant des tours précaires. J'ai passé des nuits entières sur des blogs de mariage, sur Pinterest, cherchant l'inspiration, comparant les prestataires. Chaque décision était un casse-tête, car je ne devais pas seulement plaire à Élise, mais surtout, et avant tout, à ma mère. Le choix du traiteur fut un véritable cauchemar, un premier aperçu de la folie qui m'attendait. J'ai trouvé un chef local réputé, qui proposait un menu moderne et élégant, à base de produits de la région. J'étais fière de ma trouvaille. Quand j'ai présenté le devis à ma mère, elle a à peine jeté un coup d'œil. Trop simple. Trop rustique, a-t-elle décrété. Pour le mariage de ta sœur, il faut du prestige. J'ai un ami qui connaît le chef d'un restaurant étoilé à Tours. Ça coûtera le double, mais la réputation de la famille n'a pas de prix. J'ai dû annuler le premier traiteur, m'excuser platement, et négocier avec le chef étoilé, dont les tarifs étaient exorbitants et l'attitude condescendante. Ce scénario s'est répété pour chaque poste de dépense. Pour les fleurs, Élise voulait des pivoines, ses préférées. Mais ma mère a décidé que les orchidées blanches étaient plus chic. J'ai passé des heures au téléphone avec le fleuriste, essayant de trouver un compromis, sentant bien que je n'étais qu'un simple messager entre deux reines qui ne daignaient pas se parler directement. Nous avons fini avec un mélange coûteux des deux, qui ne ressemblait à rien. Le plus dur, ce fut sur le plan financier. Mes parents avaient promis de contribuer, mais chaque dépense était sujette à un interrogatoire. La photographe est trop chère, disait mon père, en épluchant mes tableaux Excel. Le groupe de musique est un luxe inutile. Pourtant, il refusait toutes les options moins coûteuses que je proposais, les jugeant indignes du standing d'Élise. J'ai fini par utiliser mes propres économies pour couvrir de nombreuses avances, pour débloquer des situations, me disant naïvement que je serais remboursée plus tard. J'avais mis de côté 3 000 € pour une formation professionnelle en marketing digital, une formation qui aurait pu changer ma carrière. J'ai utilisé cet argent pour acheter le cadeau de mariage d'Élise.
Dans une petite boutique d'antiquités à Saumur, j'ai trouvé un magnifique collier en platine avec un petit saphir, délicat et intemporel. J'imaginais le visage d'Élise s'illuminer en le découvrant, j'imaginais ma mère hocher la tête, impressionnée pour une fois par mon bon goût. J'imaginais ce collier comme un talisman, un passeport pour leur approbation. Pendant tout ce temps, Élise était aux abonnés absents. Ses réponses à mes emails détaillés se résumaient à « Ok, parfait » ou « Fais comme tu le sens ». Une fois, j'ai essayé de l'appeler pour discuter du plan de table. Je l'ai entendu soupirer d'agacement. « Chloé, je suis en pleine réunion. Fais au mieux, ce n'est pas si important. » Pas si important? J'y passais mes nuits. Elle ne m'a jamais demandé si j'avais besoin d'aide, si j'étais fatiguée, si je m'en sortais. La semaine avant le mariage, j'ai présenté le planning final à mes parents. Un dossier complet, avec chaque contrat, chaque horaire, chaque contact. Mon père l'a feuilleté, l'air grave. J'espère que tu n'as rien oublié, Chloé. Un seul couac et tout peut s'effondrer. Ta sœur mérite la perfection. Ma mère a ajouté, assure-toi que ta tenue soit correcte. Pas une de tes robes bon marché. Ne nous fais pas honte. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis effondrée en larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage et d'épuisement. J'avais tout donné, et tout ce que je recevais en retour, c'était de la méfiance et du mépris. C'est à ce moment-là que j'aurais dû tout arrêter. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué, en espérant un miracle le jour J, ou auriez-vous tout abandonné à ce moment-là? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Moi, j'ai continué. J'ai ravalé ma fierté, j'ai séché mes larmes et j'ai continué à avancer vers le jour qui allait devenir ma plus grande humiliation, mais aussi, ma libération. Chaque détail était parfait, chaque contrat signé. J'avais construit un château pour eux, mais j'ignorais qu'ils étaient sur le point de m'en jeter dehors juste avant la fête. Nous revoilà donc à ce moment précis, le bruit assourdissant du cristal se brisant sur le sol. Mais ce n'est pas le son de la lanterne qui a scellé mon destin. C'est le silence qui a suivi. Le silence assourdissant, complice et méprisant de ma sœur. Alors que mes parents déversaient leur venin, mon regard était rivé sur Élise. Elle se tenait sur la 3e marche de l'escalier, son fiancé Julien à ses côtés, un peu en retrait. Elle portait un simple jean et un chemisier en soie, déjà parfaite, même dans sa tenue décontractée. Elle était la mariée, le centre de cet univers, et d'un seul mot, elle aurait pu tout arrêter. Un simple « arrêter », ce n'est qu'un objet, ou un « maman »,« papa », ça suffit, Chloé est épuisée et elle a tout géré seule. Un seul mot. Un seul geste. Mais ce mot n'est jamais venu. Elle est restée là, immobile comme une statue de marbre, le visage impassible. Elle a regardé les débris, puis m'a regardé, moi, sa petite sœur, qui venait de passer 6 mois de sa vie à orchestrer son bonheur. Et dans ses yeux, je n'ai vu ni pitié, ni colère, ni soutien. J'ai vu, du vide. Une indifférence totale, presque de l'agacement, comme si j'étais un problème de logistique de dernière minute, une tâche sur le tableau parfait de sa journée. Julien, visiblement mal à l'aise, regardait ses pieds, se balançant d'un pied sur l'autre. Il ne faisait pas partie de cette dynamique toxique, il n'était qu'un spectateur. Mais Élise, elle, en était l'actrice principale depuis toujours. Et elle a choisi de ne pas jouer son rôle, de rester dans la coulisse de son propre silence. C'est à cet instant, avant même que mon père ne prononce sa sentence, que quelque chose s'est brisé en moi, bien plus irrémédiablement que la lanterne de baccarat. L'infime espoir que j'entretenais, l'idée folle que mes efforts finiraient par payer, que ma sœur me voyait et m'aimait malgré tout, tout cela s'est évaporé. J'ai compris que pour elle, j'étais un outil. Utile, efficace, mais remplaçable. Et en cet instant précis, j'étais un outil cassé, bon à jeter. Alors, quand mon père a dit « le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est ta disparition », je n'ai même pas été surprise. C'était la suite logique. Je n'étais plus utile, j'étais devenue une nuisance. Il fallait m'éliminer de la photo de famille parfaite. Après avoir claqué la porte, je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai conduit sans but, les larmes coulant enfin, chaudes et amères, brouillant la route devant moi. Je me suis garée au bord de la Loire,
à l'endroit même que j'avais dessiné quand j'étais enfant, un lieu qui symbolisait pour moi la paix. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Mais je ne voyais rien. Je ne sentais que le vide glacial dans ma poitrine, un trou béant là où mon cœur aurait dû être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon, dans le noir, à fixer l'écran de mon ordinateur. Le lendemain, je n'ai pas pu aller au mariage. La simple idée de voir leur visage souriant, de jouer la comédie de la famille unie, me donnait la nausée. Une amie, à qui j'avais vaguement parlé de la situation, a eu la gentillesse de m'envoyer un lien vers la retransmission en direct qu'un cousin filmait avec son téléphone. J'ai regardé. Je me suis forcée à regarder. J'ai vu Élise, radieuse dans sa robe de princesse, riant aux éclats. J'ai vu mes parents, la mine réjouie, trinquant avec les invités, acceptant les compliments sur l'organisation parfaite. Mon père a fait un discours, parlant de sa fille merveilleuse, de la joie qu'elle leur apportait. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a semblé remarquer mon absence. J'étais déjà effacée. J'étais un fantôme. Et en regardant cette mascarade de bonheur, la douleur a commencé à se transformer en autre chose. Une colère froide. Une lucidité tranchante. Une détermination d'acier. Ils voulaient que je disparaisse ? Très bien. J'allais leur offrir bien plus qu'une simple absence à un mariage. J'allais disparaître de leur vie, de leur compte en banque, de leur existence. J'allais devenir une inconnue. Et c'est là, en regardant le visage de ma propre sœur, que j'ai compris. Si vous vous demandez comment on peut transformer la plus profonde des douleurs en la plus grande des forces, alors restez avec moi. Ils voulaient que je disparaisse ? Très bien. Mais j'allais disparaître selon MES règles. Et la première règle était de m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais utiliser un centime de mon argent pour financer leur bonheur. La décision était prise. Le plan, encore flou, commençait à germer dans mon esprit, nourri par une rage froide et une clarté nouvelle. La première étape, la plus urgente, était de sécuriser mes arrières, et surtout, mon argent. Pendant des années, j'avais été la fourmi de la famille. J'avais un travail stable dans une agence de marketing, un salaire correct, et je mettais de côté chaque euro possible, rêvant secrètement d'un acompte pour mon propre appartement, d'une vie qui m'appartiendrait. Mes parents, eux, étaient des cigales. Leur cabinet comptable tournait, mais ils vivaient au-dessus de leurs moyens, dans une course effrénée à l'apparence, toujours à la recherche du prochain signe extérieur de richesse. Pour simplifier les choses, ils m'avaient convaincu il y a quelques années d'ouvrir un compte joint. C'est pour les dépenses communes, Chloé, avait dit mon père avec un air paternel et protecteur. Les frais médicaux de ta mère, les grosses réparations de la maison, les impôts. C'est plus simple si tout est centralisé. En réalité, ce compte était surtout alimenté par mon salaire. Je virais une somme importante chaque mois, une sorte de loyer et de contribution forcée à leur train de vie. C'était le premier lien que je devais briser, et vite. Le lundi matin, à 9h01, j'étais au téléphone avec ma conseillère bancaire, Madame Ferlet. Je lui ai expliqué que je souhaitais dissocier mon nom du compte joint et geler les fonds le temps que la situation soit clarifiée, invoquant un grave conflit familial. Elle m'a expliqué la procédure, complexe, nécessitant la signature des deux parties ou une décision de justice. Le temps pressait. Je sentais l'étau se resserrer. Et puis, l'impensable s'est produit. Alors que j'étais en ligne avec elle, une notification est apparue sur mon téléphone. Un email de la banque. Confirmation de votre demande de virement. Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert l'email, le cœur battant à tout rompre. Un virement de 15 000 € depuis le compte joint vers un compte inconnu, libellé, à compte SCI Le Rêve Bleu. Le virement était programmé pour être exécuté à 16h le jour même. Mon cœur s'est emballé. 15 000 €. C'était presque la totalité de mes économies personnelles, que j'avais transférées sur ce compte le mois précédent pour payer un acompte important pour le traiteur du mariage, une somme qu'il devait me rembourser. Ils ne m'avaient pas seulement chassé. Ils essayaient de me piller, de me laisser sans rien. Le Rêve Bleu, ça sonnait comme une maison de vacances à Biarritz, un projet dont ma mère parlait sans cesse. Ils n'avaient pas perdu de temps.
Le mariage était à peine terminé qu'il s'offrait déjà des vacances avec mon argent. Madame Ferlet, ai-je dit à ma conseillère, ma voix tremblante mais ferme, je n'ai jamais autorisé ce virement. C'est une fraude. Vous devez l'arrêter. Maintenant. La panique. La conseillère m'a expliqué que pour un virement déjà programmé, l'annulation était compliquée. Il fallait que je me déplace en agence, avec une pièce d'identité, et que je signe une déclaration sur l'honneur d'opposition. J'avais quelques heures. J'ai sauté dans ma voiture. Pendant le trajet, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon père. Ma mère. Je n'ai pas répondu. Ils devaient se douter que j'avais vu la notification. Ils essayaient de me joindre pour me noyer sous les mensonges, pour m'embrouiller, pour me faire croire que c'était une erreur. J'ai coupé le son. Arrivée à la banque, j'étais en sueur, tremblante. J'ai couru jusqu'au guichet, ignorant la file d'attente. J'ai tout expliqué à ma conseillère, qui a compris l'urgence de la situation. Elle a tapé frénétiquement sur son clavier, passant des appels. Les minutes semblaient des heures. C'est bon, le système a pris en compte votre opposition, a-t-elle finalement dit, l'air soulagé. Mais c'était juste. Le virement était dans le sas d'exécution. J'ai failli m'évanouir. Je me suis appuyé contre le comptoir, essayant de reprendre mon souffle. Ils avaient essayé de me voler. Froidement, méthodiquement, le lendemain du mariage de leur fille. Ce n'était plus une question de colère ou de chagrin. C'était une guerre. Une guerre pour ma survie financière et mentale. En sortant de la banque, j'ai pris une grande inspiration. L'air frais m'a fait du bien. J'ai appelé le premier nom sur une liste d'avocats spécialisés en droit de la famille que j'avais trouvé sur Internet. Maître Dubois. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain. La première bataille était gagnée, mais elle m'avait coûté cher en énergie. J'avais évité le désastre financier de justesse. Ils avaient révélé leur cupidité, leur absence totale de scrupules. Ils avaient sous-estimé leur petite fille docile et silencieuse. J'ai réussi à bloquer le transfert à la dernière minute. Ils avaient montré leur vrai visage. Maintenant, c'était à mon tour de jouer. Le rendez-vous avec Maître Dubois, une avocate d'une 50aine d'années au regard vif et à la poignée de main ferme, a été un tournant. Assise dans son bureau sobre et moderne, je lui ai tout raconté. L'enfance dans l'ombre d'Élise, les sacrifices financiers, l'humiliation de la lanterne brisée, le silence de ma sœur, et la tentative de vol de mes économies. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était égale, presque clinique, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. La douleur était toujours là, enfouie profondément, mais elle était maintenant recouverte d'une épaisse couche de glace protectrice. Maître Dubois m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un grand bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle a tapoté son stylo sur son bureau. Mademoiselle Fournier, a-t-elle commencé, ce que vous décrivez relève du harcèlement moral et de l'abus de confiance sur une longue période. La tentative de virement est une preuve accablante de leur mauvaise foi. Nous avons de quoi agir, et nous allons agir vite et fort. Elle m'a ensuite présenté Maître Bernard, un de ses confrères spécialisés en gestion de patrimoine. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie en 2 temps, une véritable opération chirurgicale pour me libérer de leur emprise. D'abord, la mise en place d'une fiducie, une structure juridique complexe mais redoutablement efficace. Concrètement, les fonds restants sur le compte joint seraient transférés dans cette fiducie, gérée par un tiers neutre, un expert comptable indépendant. Ce gestionnaire aurait pour instruction stricte de ne régler que les dépenses justifiées par des factures officielles, les frais médicaux réels de ma mère, avec ordonnances et factures de la pharmacie, les factures d'électricité, les impôts fonciers. Toute demande de retrait d'argent liquide, de financement de vacances ou d'achat de luxe serait automatiquement et sans appel refusée. C'était la solution parfaite, je ne les abandonnais pas à la rue, je respectais une forme de devoir filial minimal, mais je leur coupais les vivres. C'était une prison financière sur mesure. La deuxième étape était de me protéger personnellement. La vente de mon appartement était la priorité. Je ne pouvais plus rester à Bellevigne-en-Layon. La ville était trop petite, les regards trop pesants, les souvenirs trop douloureux. J'ai contacté une agence spécialisée dans les ventes rapides. J'ai accepté une offre inférieure de 15% au prix du marché.
La liberté avait un prix, et j'étais prête à le payer sans discuter. Pendant que les avocats mettaient la machine juridique en marche, je devais gérer un autre front, ma vie professionnelle. J'aimais mon travail, mais mon agence était à Angers, trop proche. Et surtout, je ne pouvais plus continuer comme avant, je devais faire table rase. J'ai appelé mon directeur et j'ai posé ma démission, invoquant des raisons personnelles impérieuses. Il a été surpris mais compréhensif. J'ai promis d'envoyer ma lettre officielle le jour même. C'est là qu'un événement inattendu s'est produit, prouvant une fois de plus la noirceur de l'âme de ma mère et sa volonté de me détruire complètement. Quelques heures après ma démission, mon téléphone a vibré. C'était Thomas, un ancien collègue avec qui j'avais gardé de bons contacts. « Chloé ? Ça va ?» Sa voix était inquiète. « Il se passe un truc bizarre. Ta mère vient d'appeler le patron. » Mon estomac s'est noué. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? » Elle lui a raconté une histoire abracadabrante. Que tu traversais une dépression, que tu étais instable. Elle a même sous-entendu que tu avais des problèmes avec l'argent, que tu n'étais pas fiable. Elle a dit qu'elle appelait en tant que « mère inquiète », mais ça sonnait faux. Le patron était vraiment mal à l'aise. Il ne l'a pas cru, il te connaît, mais je voulais te prévenir. Elle essaie de salir ta réputation. Le choc m'a laissé sans voix. Non seulement ils m'avaient rejeté, non seulement ils avaient tenté de me voler, mais maintenant, ma propre mère essayait de saboter ma carrière, de détruire le seul domaine de ma vie où j'avais réussi à construire quelque chose par moi-même. C'était une déclaration de guerre totale. Elle voulait faire de moi une paria, m'isoler complètement, pour peut-être me forcer à revenir, brisée et soumise. Elle voulait s'assurer que je n'aurais aucune indépendance financière pour pouvoir me contrôler. J'ai remercié chaleureusement Thomas. Cette information était précieuse. Elle renforçait ma détermination. Je ne fuyais plus seulement une famille toxique. Je me battais pour ma survie. Elle n'essayait pas seulement de me rayer de la famille, elle voulait détruire ma vie entière. Mais elle avait oublié une chose, en m'occupant de la comptabilité de mon père pendant des années, j'avais vu des choses. Des arrangements, des notes de frais douteuses. Des secrets que je n'avais jamais voulu utiliser. Mais maintenant, la guerre était déclarée, et j'avais des munitions. La vente de l'appartement s'est conclue en une semaine, un tourbillon de paperasse et de signatures. J'ai signé les papiers avec un sentiment d'irréalité, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Les clés que je remettais à la nouvelle propriétaire n'étaient pas seulement celles d'un logement, mais celles de mon ancienne vie. J'ai fait mes cartons à une vitesse folle, dans une sorte de transe. J'ai trié, jeté, donné. Chaque objet était un souvenir, bon ou mauvais. J'ai abandonné sans regret les meubles que ma mère avait choisis pour moi, les bibelots qu'elle m'avait offerts avec condescendance. J'ai réalisé que très peu de choses dans cet appartement me ressemblaient vraiment. Ma vie tenait finalement dans 2 valises et quelques cartons. Je n'ai gardé que l'essentiel, mes vêtements préférés, mon ordinateur portable, mes livres les plus chers, et le collier en saphir que j'avais acheté pour Élise. Je l'ai gardé, non pas par attachement, mais comme un rappel constant et glacial du prix de la naïveté. Avec l'argent de la vente et mes économies enfin sécurisées sur un nouveau compte personnel dans une banque différente, j'étais prête. J'ai ouvert une carte de France sur mon ordinateur. Où aller ? La question était vertigineuse. Pour la première fois de ma vie, personne ne m'attendait nulle part. J'étais libre. Je voulais la mer. Un horizon large et dégagé, loin des vallées encaissées de la Loire qui me donnaient l'impression d'étouffer. Mon doigt a glissé vers l'ouest, et s'est arrêté sur la Bretagne. Concarneau. La ville close, le port de pêche, l'air iodé. Je n'y étais jamais allé. C'était parfait. Une page blanche. J'ai chargé ma vieille Clio, qui m'a semblé soudainement être ma seule alliée fidèle. J'ai laissé mon ancien téléphone sur la table de la cuisine vide, éteint. Une rupture nette. J'en ai acheté un nouveau en partant, une carte prépayée. Seuls mes avocats et quelques rares amis, comme Thomas, avaient ce numéro. Le voyage a duré 2 jours. 2 jours de solitude sur l'autoroute, avec pour seule compagnie la radio et mes pensées. C'était un sas de décompression. Chaque kilomètre qui me séparait de Bellevignes-en-Layon était une bouffée d'oxygène.
J'ai traversé des paysages que je n'avais jamais vus, je me suis arrêté dans des aires d'autoroute anonymes. J'ai dormi dans un petit hôtel sans charme, mais j'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des mois, d'un sommeil sans rêve. Arriver à Concarneau a été un choc. Un choc merveilleux. En sortant de la voie express, j'ai été accueilli par l'odeur puissante de la mer, un mélange d'iode, d'algues et de liberté. Le cri des mouettes a remplacé le silence angoissant de ma maison d'enfance. La lumière, même sous un ciel nuageux, était différente, plus douce, plus vivante. J'avais réussi. J'ai garé ma voiture sur le port et je suis resté là, à regarder les bateaux de pêche rentrer, leurs coques colorées se balançant sur l'eau, pendant près d'une heure. J'avais loué en ligne une petite maison de pêcheurs, une panty, pour un mois. Juste le temps de me retourner. Elle était modeste, nichée dans une ruelle pavée, avec des murs en pierre, un sol qui craquait et des fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Mais en entrant, en sentant l'odeur du bois et du sel, j'ai su que j'étais chez moi. C'était mon sanctuaire. Un espace où personne ne pouvait m'atteindre, où personne n'attendait rien de moi. Le premier matin, je me suis réveillée avec le soleil filtrant à travers les petites fenêtres. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré l'air marin à plein poumon. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Une paix fragile, mais réelle. J'ai décidé de marquer cette nouvelle vie par un acte symbolique. Chloé Fournier était morte à Bellegnac-Léon. Il me fallait un nouveau nom. Un nom pour ma nouvelle identité professionnelle, pour commencer à travailler en freelance. J'ai pensé à ma grand-mère maternelle, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais montré une affection inconditionnelle. Elle s'appelait Léa. Son nom de jeune fille était Martin. Léa Martin. C'était simple. C'était sobre. C'était moi. Je me suis assise à la petite table en bois, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer mon nouveau site web professionnel. Léa Martin, consultante en marketing digital. C'était le premier jour du reste de ma vie. J'étais curieuse de savoir où j'avais atterri, et j'aimerais vous poser la même question. Partagez le nom d'une ville qui pour vous symbolise la liberté ou un nouveau départ dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je pensais avoir laissé le drame derrière moi, à des centaines de kilomètres. J'avais tort. Le passé était sur le point de me retrouver, et de frapper encore plus fort. Les 2 premières semaines à Concarneau ont été une bulle de tranquillité, une parenthèse enchantée. Je me suis créé une routine simple et apaisante. Le matin, je travaillais sur mon ordinateur, assise près de la fenêtre de ma petite maison, avec une tasse de thé fumant. Je contactais des clients potentiels, je construisais mon portfolio en tant que Léa Martin. J'ai décroché quelques petits contrats, la gestion des réseaux sociaux pour un artisan local, la rédaction d'une newsletter pour une petite entreprise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Chaque euro gagné était une affirmation de mon indépendance, une petite victoire. L'après-midi, je me perdais dans les ruelles de la ville close, je marchais sur le sentier côtier, le GR34, laissant le vent chasser les dernières bribes de mon ancienne vie. Je regardais les vagues s'écraser sur les rochers et je sentais la colère et le chagrin s'éroder, lentement mais sûrement. J'ai découvert un petit café sur le port, le Filet Bleu. C'est devenu mon quartier général. La propriétaire, Nathalie, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux en bataille et au sourire franc, a vite remarqué que j'étais une nouvelle tête. Elle n'était pas intrusive, juste chaleureuse. Elle me demandait comment se passait ma journée, me recommandait les meilleurs endroits pour acheter du poisson frais. Son café est devenu mon refuge, un endroit où je pouvais travailler en sentant l'odeur du café chaud et en écoutant les conversations des marins, des histoires de mer et de vent qui me transportaient loin de mes propres tempêtes. Je pensais être en sécurité. Je pensais que leur silence signifiait qu'ils avaient abandonné, qu'ils m'avaient oublié. Quelle erreur! Un soir, la curiosité, cette vieille ennemie, a été plus forte que la prudence. J'ai créé un faux profil sur Facebook, sans nom, sans photo, un fantôme numérique. Et je suis allée sur la page communautaire de Bellegnac-Léon. Mon cœur s'est arrêté. Le premier message qui est apparu était une publication de ma mère, Brigitte. Elle datait de quelques jours. La photo était un portrait d'elle et de mon père, pris par un professionnel, où ils avaient l'air abattus, les yeux tristes,
dignes dans leur douleur. Le texte était un chef-d'œuvre de manipulation, une prose digne d'une tragédie grecque. Chers amis de Bellevigne, c'est avec un cœur lourd et une âme en peine que nous partageons notre terrible épreuve. Notre fille cadette, Chloé, a quitté le domicile familial il y a 2 semaines, sans un mot, après un léger différend. Pire encore, dans un geste que nous ne pouvons expliquer, elle a vidé le compte d'épargne que nous avions mis toute une vie à construire pour nos vieux jours, nous laissant dans une situation financière extrêmement précaire. Nous ne comprenons pas son geste. Nous sommes dévastés. Si quelqu'un a des nouvelles, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous sommes morts d'inquiétude. Le souffle m'a manqué. Vider le compte? Elle osait? J'ai fait défiler les commentaires. C'était un torrent de sympathie pour eux, et de haine pour moi. Quelle honte! Profiter de ses propres parents. C'est monstrueux. Pauvres Alain et Brigitte, ils ont tout donné pour leur fille. Quelle ingratitude! J'espère que la police la retrouvera et qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait. Il faut la mettre en prison. Mon père avait commenté, nous lui avons tout donné. Une bonne éducation, un toit, notre amour inconditionnel. Et voilà comment elle nous remercie. Notre cœur est brisé. Même Élise y était allée de son couplet larmoyant. Chloé, si tu lis ça, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger les choses. Pense à la santé de maman, son cœur est si fragile. Leur mensonge était si gros, si audacieux, que c'en était presque admirable de perversité. Ils n'étaient pas des victimes. Ils étaient les agresseurs, et ils retournaient la situation avec un talent diabolique, me peignant comme un monstre sans cœur, une voleuse, une fille indigne. Le lendemain, au filet bleu, Nathalie a dû voir mon visage décomposé. Ça ne va pas, la petite? On dirait que tu as vu un fantôme, m'a-t-elle demandé en me servant mon café. J'ai hésité. Puis, tout est sorti. Je ne lui ai pas donné tous les détails, mais je lui ai parlé de ma famille, de ma fuite, et de la campagne de calomnie en ligne. Elle a essuyé le comptoir lentement, son visage soudainement grave. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Tu es la méchante, la folle, l'ingrate. Et eux, ce sont les pauvres parents martyrs qui ont tout sacrifié. J'ai hoché la tête, surprise par sa justesse. J'ai connu ça, a-t-elle continué à voix basse. Il y a 20 ans. J'ai fui une famille comme la tienne. Ils ont raconté à tout le monde que j'étais partie avec un homme marié, que j'avais volé les bijoux de ma mère. Le poison numérique n'existait pas à l'époque, mais le poison du village, oui. Ne les laisse pas gagner. Le silence est ta meilleure arme. Et la vérité finit toujours par se savoir. Ces mots m'ont fait un bien fou. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas folle. Leurs mensonges se propageaient comme un feu de forêt. Mais alors que je lisais les commentaires haineux, un email est arrivé sur mon nouvel ordinateur. Un email qui allait tout changer. L'email n'était pas sur ma boîte personnelle. Il était sur l'adresse de contact de mon nouveau site professionnel, Léa Martin. Une adresse que seules quelques entreprises locales connaissaient. L'expéditeur était un certain Pierre Dubois. Mon cœur a fait un bond. C'était le nom de mon avocat. Mais l'adresse était différente, celle d'un grand quotidien régional. Le sujet était laconique, prise de contact professionnelle. Intriguée et méfiante, je l'ai ouvert. Le message était court et direct. Bonjour Madame Martin, je suis Pierre Dubois, journaliste pour le Courrier de l'Ouest. J'enquête sur une affaire qui fait grand bruit dans la petite commune de Bellevigne-en-Layon. Une histoire de conflit familial et de détournement de fonds. Le nom de vos parents, Alain et Brigitte Fournier, a été mentionné à plusieurs reprises. Cependant, certaines sources anonymes nous ont contactés pour nous indiquer que la version des faits pourrait être très différente de celle présentée publiquement. J'ai trouvé votre profil en cherchant des consultantes en marketing originaires de la région. Le hasard est parfois curieux. Seriez-vous disposé à discuter, de manière totalement confidentielle? Le souffle coupé, j'ai relu l'email 3 fois. Un journaliste. L'histoire avait pris une ampleur que je n'imaginais pas, sources anonymes. Je me suis immédiatement demandé qui. Thomas, mon ancien collègue, qui connaissait la vérité sur la tentative de sabotage de ma mère? Un voisin fatigué de la comédie de mes parents?
Ou peut-être, mon avocat lui-même, agissant de manière détournée pour faire éclater la vérité? Avant que j'aie pu décider quoi faire, mon ancien téléphone, que j'avais rallumé par acquis de conscience pour vérifier mes messages une dernière fois avant de résilier la ligne, a vibré. Un SMS de mon père. Ta mère est à l'hôpital. Infarctus. Les médecins disent que le choc a été trop violent. C'est de ta faute. Appelle. C'est peut-être la dernière fois. La panique. Le doute. Et si c'était vrai? Si leur chagrin était réel et que j'avais poussé ma mère à la crise cardiaque? La culpabilité, ce vieux poison familier, ce chantage affectif qu'il maîtrisait à la perfection, a commencé à s'insinuer dans mes veines. J'ai failli craquer. J'ai failli prendre mon téléphone et appeler, prête à tout entendre, à tout accepter, juste pour apaiser cette terrible angoisse. Puis, je me suis souvenu des paroles de Nathalie. Ne les laisse pas gagner. J'ai respiré profondément. J'ai posé le téléphone. Au lieu d'appeler mon père, j'ai appelé Maître Dubois, mon avocate. Ma voix était tremblante, mais j'ai réussi à lui lire le SMS et l'email du journaliste. Ne bougez pas, Chloé. Ne répondez à personne, m'a-t-elle dit d'une voix calme et autoritaire. C'est une tactique classique. Laissez-moi vérifier quelque chose. 1 heure plus tard, 1 heure qui m'a paru une éternité, elle m'a rappelé. Bon. J'ai eu le gestionnaire de la fiducie. Vos parents ont fait une demande de déblocage de 20 000 € ce matin pour frais d'hospitalisation d'urgence et chirurgie cardiaque. La demande a été refusée car ils n'ont fourni aucun devis, aucun bulletin d'hospitalisation. Ensuite, j'ai pris sur moi d'appeler le cabinet du docteur Mercier, votre médecin de famille. Sa secrétaire, qui me connaît bien, a confirmé que votre mère avait un rendez-vous ce matin pour une crise d'angoisse aiguë. Elle est rentrée chez elle avec une prescription de calmant. Il n'y a jamais eu d'infarctus, Chloé. C'est une mise en scène. Le soulagement a été immense, immédiatement suivi par une vague de dégoût. Ils étaient capables de tout. Même de jouer avec la maladie, avec la mort, pour me faire plier. C'est à ce moment-là qu'un email d'Élise est arrivé. Un long plaidoyer, plein de fautes de frappe, comme si elle l'avait écrit dans la précipitation. Je suis désolée que les choses se soient envenimées. Papa et maman sont dépassés. Ils t'aiment à leur manière. Maman est si mal, elle pourrait ne pas s'en remettre. S'il te plaît, pense à nous, pense à la famille. Laisse tomber cette histoire d'argent et reviens. On efface tout et on recommence. On efface tout. Comme si 28 ans de mépris, de négligence et de cruauté pouvaient être balayés d'un revers de la main. C'était leur dernière carte, un mélange de chantage affectif, de fausse amnésie et de culpabilisation. C'est une tactique que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Si c'est le cas, restez jusqu'à la fin, car la façon dont j'ai répondu pourrait vous donner des idées. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai rédigé une seule et unique réponse. Pas à ma sœur, pas à mes parents, mais au journaliste. Ma réponse au journaliste, Pierre Dubois, a été courte, presque télégraphique. Bonjour Monsieur Dubois. Votre email m'intrigue. Je serai disponible pour un appel téléphonique demain à 10 heures. Cordialement, Léa Martin. Je n'ai pas utilisé le nom de Chloé. C'était un premier pas, une manière de garder le contrôle. Le lendemain, à 10 heures précises, mon téléphone a sonné. Pendant 1 heure, j'ai parlé. J'ai tout raconté, sans haine, sans pathos, en m'en tenant aux faits, rien qu'aux faits. J'ai parlé avec la précision d'un comptable, un trait de caractère que je tenais ironiquement de mon père. J'ai détaillé l'enfance, le mariage, la lanterne, les mots exacts de mon père, la tentative de virement de 15 000 €, la campagne de diffamation sur Facebook, l'infarctus inventé. J'ai donné à Pierre Dubois le contact de Maître Bernard, le gestionnaire de la fiducie, l'autorisant à lui confirmer que non seulement je n'avais pas volé d'argent, mais que je continuais, via cette structure, à subvenir aux besoins essentiels et justifiés de mes parents. Je lui ai fourni des copies des emails, des relevés bancaires, tout. Je lui ai donné les clés de la vérité, une vérité documentée, froide et irréfutable. L'article est paru 3 jours plus tard, en première page de l'édition locale du Courrier de l'Ouest. Le titre était sobre mais percutant, drame familial à Bellevigne-en-Layon, derrière les accusations,
une autre réalité. L'article était un modèle de journalisme factuel. Il présentait la version larmoyante de mes parents, puis la mienne, étayée point par les preuves irréfutables de la fiducie et les témoignages anonymes. Il ne me nommait pas « Chloé », mais « la fille cadette », préservant mon anonymat et ma nouvelle vie. L'effet a été dévastateur pour mes parents. Du jour au lendemain, la sympathie de la petite ville s'est retournée contre eux comme une crêpe. Les gens qui les plaignaient les regardaient maintenant avec suspicion et mépris. Leur statut de notable respecté, construit sur des années d'apparence, s'est effondré en 24 heures. Leur comédie avait pris fin, et le rideau était tombé sur une scène de cupidité et de mensonge. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'eux. Plus de SMS, plus de mais. Le silence. Un vrai silence, cette fois. J'ai appris plus tard, par Thomas, qu'ils avaient vendu leur maison et leur cabinet comptable en catastrophe et avaient déménagé dans une autre région. La honte était devenue trop lourde à porter. Élise ne m'a plus jamais contacté non plus. Le mur de silence qu'elle avait érigé le jour du mariage est devenu permanent. Elle a choisi son camp. Ma vie à Concarneau, elle, a commencé à s'épanouir. Mon activité de freelance a décollé. Le fait d'être Léa Martin m'a libérée. Je n'étais plus définie by mon passé, par ma famille. J'étais jugée sur mes compétences, sur mon travail. J'ai gagné la confiance de mes clients, et surtout, j'ai gagné ma propre confiance. J'ai repris la peinture, un plaisir que j'avais abandonné depuis l'enfance. Mes aquarelles de la côte bretonne, pleines de lumière et de mouvement, n'avaient rien à voir avec mes dessins d'enfant. Elles étaient l'expression de ma liberté retrouvée. J'ai même vendu quelques toiles dans une petite galerie locale. Chaque coup de pinceau était une victoire sur les voix qui me disaient que je n'étais bonne à rien. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Je suis toujours à Concarneau. Nathalie est devenue l'une de mes meilleures amies. J'ai rencontré quelqu'un, un homme qui aime Léa pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait être ou ce qu'elle devrait être. En regardant en arrière, je ne ressens plus de colère. Juste une infinie tristesse pour la famille que nous aurions pu être, pour l'amour qui a été gâché. Mais je sais que j'ai pris la seule décision possible pour ma survie. Partir n'a pas été un acte de vengeance, mais un acte d'amour. D'amour propre. Mon histoire est un rappel que parfois, la loyauté envers soi-même doit passer avant les liens du sang. Votre valeur n'est pas négociable. Votre paix intérieure n'a pas de prix. Vous avez le droit de tracer une ligne dans le sable et de dire « ça suffit ». Mettez un j'aime et abonnez-vous si mon histoire vous a parlé. Et si vous avez vécu une situation similaire, si vous avez dû choisir entre votre famille et votre santé mentale, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, et sachez que vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté.